Mesdames et messieurs, bonjour, merci de votre fidélité à votre émission Grand Défi. Grand Défi, aujourd'hui, nous allons évoquer ce grand défi, la lutte contre la cherté de la vie en République démocratique du Congo. Vous le savez, la question est aujourd'hui sur les lèvres de plusieurs, mais aussi du gouvernement. Vous avez suivi le vice-premier ministre, ministre de l'économie, le professeur Daniel Mukoko Samba, qui a donné autant de mesures pour pouvoir juguler cette crise, mais aussi améliorer le panier de la ménagère. Alors, pour en parler, je reçois sur ce plateau M. Christian Mambou. Christian Mambou, c'est un économiste. Monsieur Christian, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter auprès de nos téléspectateurs? Oui, je m'appelle monsieur Christian Mambou Mabin Kouboula. Je suis économiste de formation. Je suis sorti de l'école de la faculté universitaire catholique de Mons, en Belgique, aux années 1985, très jeune. Et puis je suis passé par l'Institut international d'administration publique de Paris, à la Sorbonne, où j'ai fait la politique économique et régulation. Alors, tour à tour, j'ai été plusieurs fois conseiller des ministres, au ministère du Plan, à l'époque du président Mobutu, au ministère de l'économie, à l'époque de Laurent Désiré Kabila, au ministère du Commerce et Industrie, à l'époque du président Joseph Kabila. Et puis, j'ai été chef du cabinet à l'époque à l'Assemblée nationale, à l'époque aussi de Joseph Kabila, du président Joseph Kabila. Et puis, maintenant, avec le président Félix Antoine Tshisekedi, je suis coordonnateur du bureau d'études de l'hôtel de ville de Kinshasa, donc du cabinet du gouverneur sortant. Et je suis en train de continuer à travailler avec le nouveau gouverneur, en attendant qu'il puisse mettre en place son équipe définitive. Voilà. D'accord. J'étais aussi le premier coordonnateur national de l'ITIE. Ouais. C'est moi qui ai mis en place cette grande structure internationale. l'ITIE. ITIE, Initiative pour la transparence des industries extractives. Ouais. J'en étais le premier coordonnateur. J'ai mis en place ce projet ici en République démocratique du Congo. J'ai signé à Doha pour l'adhésion de la République démocratique du Congo à l'ITIE. Ouais. Et puis, j'ai été aussi administrateur au niveau international de l'ITIE à la Banque mondiale. D'accord, merci. C'est un profil très fourni. Nous parlons de la cherté de la vie. La vie est chère aujourd'hui en République démocratique du Congo. Et tout le monde en parle. Économiste, vous l'êtes. Je sais qu'il y a aussi même le conseil économique et social. Et pourtant, lorsqu'on a créé, je sais qu'on ne parle pas du conseil économique, mais lorsqu'on a créé le conseil économique et social, c'était pour intervenir dans des moments pareils. Lorsque la vie est chère, lorsque les sociales des Congolais ne va plus bien, le conseil économique et social est appelé à intervenir pour donner des avis. Parce que c'est ça le travail. Voilà, nous avons examiné la situation, voilà ce qu'il faudra faire. Mais on n'entend pas le Conseil économique et social parler. Quand est-ce qu'on parle de la cherté de la vie dans un pays? Bien. Je voudrais d'abord, avant toute chose, remettre dans l'assiette. Ouais. En tant qu'économiste, je ne peux pas me lancer directement dans votre question si je ne circonscris pas économiquement dans quelle situation nous nous trouvons. Ouais. Ici, vous tombez à point nommé parce que moi, je suis spécialiste en politique économique et régulation. D'accord. C'est-à-dire en macroéconomie, à court terme. Donc, politique économique et régulation. C'est-à-dire quoi? La macroéconomie à court terme. OK. C'est-à-dire rechercher les équilibres en budget économique réel, des cadres macroéconomiques, de tout ce qui est agrégat macroéconomique,
afin que l'État puisse mener à bien sa politique de développement et de croissance. D'accord. Qu'est-ce qu'on attend par politique économique? La politique économique, c'est l'ensemble des mesures que prend l'État pour intervenir dans l'activité et les fluctuations économiques de son pays. Ouais. Ça peut se faire, l'État intervient en deux types. Il peut intervenir du point de vue conjoncturel, c'est-à-dire à court terme, prendre des mesures à court terme de régulation, ou alors prendre des mesures à moyen et long terme, c'est-à-dire de croissance économique et de développement. Ouais. Ça, c'est croissance économique et développement, c'est moyen et long terme. À court terme, c'est stabiliser les cadres macroéconomiques, notamment le prix, notamment le taux d'échange, notamment l'inflation, et trouver des mesures adéquates pour pouvoir stabiliser les fluctuations du marché. Alors, dans le marché, nous avons deux façons d'intervenir. L'État intervient par deux façons. L'État peut intervenir du point de vue d'un marché libéral, où on laisse l'offre et la demande exercer ses équilibres, et l'État est là pour réguler dans les petites mesures, en laissant le marché évoluer en soi-même. Soit l'État est interventionniste, c'est-à-dire l'État assure la protection du marché et veille au risque de dérapage du marché en faisant certaines interventions et régule certains secteurs qu'on appelle les secteurs stratégiques, notamment le transport, notamment la santé, notamment l'école, comme vous venez de voir avec le chef de l'État. L'État a intervenu pour dire qu'il y a gratuité scolaire. Ouais. Et là, ce sont les mesures interventionnistes. Mais dans l'économie, vous devez savoir qu'il y a un pan de l'économie qui dépend de la monnaie. C'est-à-dire la politique monétaire du pays. Si vous ne faites pas un bon équilibre entre les décisions du gouvernement, sans savoir ce que nous avons comme réserve aux forces d'intervention de la Banque centrale pour réguler le marché monétaire, nous risquons de rentrer dans ce qu'on appelle les dérapages économiques, la récession économique, si ça traîne, une crise économique, si ça traîne, ça devient une récession économique, c'est ce qu'on, en d'autres termes, on parle de la déflation. Là, on ne parle plus de l'inflation, on parle de la déflation économique. C'est-à-dire que l'État ne produit, donc la société ne produit plus rien, l'économie est en ralenti, il n'y a plus de production, et de l'autre côté, il n'y a pas aussi le pouvoir d'achat. Les gens n'ont pas l'argent pour acheter. Donc, il n'y a pas de production, il n'y a pas aussi le pouvoir d'achat. Donc, il n'y a pas de produit même acheté, et il n'y a même pas l'argent. Donc, c'est la crise. C'est la grande crise qu'on appelle la récession économique. Et ça intervient lorsqu'on a fait une mauvaise politique monétaire et lorsqu'on a fait une mauvaise politique économique à court terme, conjoncturelle. Ça a des conséquences à moyen et à long terme, et puis ça traîne ce qu'on appelle la crise économique, la récession économique. Il n'y a pas relance. Il n'y a pas reprise économique, il n'y a pas relance, il y a la crise. Alors, dans quel cas de figure notre pays se trouve aujourd'hui? Parce que nous avons vu que le président, le vice-premier ministre, ministre de l'économie a pris une série de mesures pour pouvoir soulager tant soit peu le panier de la ménagère, c'est-à-dire le pouvoir d'achat des populations. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un coût très élevé de l'économie. L'économie coûte cher. Le pouvoir d'achat n'arrive pas à répondre aux besoins des populations. Le prix est élevé, le revenu est bas. Pourquoi nous sommes arrivés à une telle situation? Ici, nous sommes en train de parler de l'équation d'équilibre néo-keynésien. C'est-à-dire, le produit intérieur brut est égal à la consommation, aux investissements, et puis à l'équilibre du commerce extérieur, import moins export. Vous comprenez? Ces produits intérieurs bruts-là, c'est l'agrégat macroéconomique. Mais du point de vue du microéconomie, c'est-à-dire le prix de l'opérateur économique individuellement, on appelle ça valeur ajoutée. Qu'est-ce qu'est la valeur ajoutée?
La valeur ajoutée, c'est lorsque vous avez réalisé une production ou une transaction économique qui a coûté à un prix de revient autant. Vous avez un prix de revient, soit des services que vous avez donnés, soit des produits que vous avez mis au marché. Ce prix de revient-là est supplanté, on y ajoute une valeur. Cette valeur-là, c'est ce qu'on appelle la valeur ajoutée, qui crée au fait la richesse. C'est la richesse que vous avez obtenue par rapport à l'activité économique que vous avez réalisée. Alors, cette richesse-là se répartit comment? Cette valeur ajoutée-là se répartit entre vous, votre capital investi, ce qu'on appelle la formation brute du capital fixe, c'est-à-dire ça rémunère l'investissement du capital que vous avez mis en place pour réaliser cette activité économique. Deux, ça rémunère l'emploi, le travail que vous avez mis, les services que vous avez mis en place pour que vous puissiez réaliser cette production. C'est ça, c'est ce qu'on appelle le travail. Donc ça rémunère le travail. Et puis, ensuite, ça rémunère en fait l'État. L'État qui vous a donné les cadres, qui a mis à votre disposition les cadres disponibles, les cadres adéquats pour que vous puissiez évoluer dans votre activité économique. Et l'État se rémunère par les impôts et les taxes. Vous avez la valeur ajoutée, les taxes sur la valeur ajoutée. Le mot le dit. Taxes sur la valeur ajoutée. C'est une rémunération de l'État, c'est un impôt indirect de l'État. Que la population paye. Que la population paye. C'est le dernier consommateur qui paye. Au fait, la taxe sur la valeur ajoutée, c'est une taxe qui est frappée au dernier consommateur, le ménage. Parce que ça se fait par répercussion jusqu'à toucher le prix du ménage. Et c'est le ménage qui paye la taxe sur la valeur. L'impôt indirect que le ménage paye sur la création de la richesse que vous avez faite par rapport à cette activité économique. Alors, je vous laisse terminer parce qu'il y a une question qui venait. Voilà. Alors, il n'y a pas que ça. Il y a ce qu'on appelle aussi l'impôt sur professionnel sur le bénéfice. C'est-à-dire, lorsque vous êtes arrivé au résultat de l'entreprise, au résultat de l'entreprise, vous devez payer un impôt, le résultat brut de l'entreprise, vous devez payer un impôt sur ça, ce résultat-là qu'on appelle le bénéfice. Vous payez cet impôt professionnel sur le bénéfice-là, et vous êtes dans le résultat net. Vous comprenez? Alors, maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle la répartition des dividendes. Donc, quand vous avez travaillé avec les amis, vous avez mis ensemble l'argent pour réaliser cette opération, vous payez les dividendes à tous ceux qui ont intervenu dans le capital pour pouvoir réaliser cette opération économique. Ces dividendes-là aussi sont frappés. C'est ce qu'on appelle l'impôt sur le revenu, IR. Donc, on paye. On paye. Vous comprenez? Tout ça, ça fait partie de panoplie des recettes de l'État. Alors, c'est ça qui fait que l'État a des ressources d'un côté et des dépenses de l'autre. C'est ça qu'on appelle le budget de l'État. Le programme, c'est un nombre de dépenses qu'il doit faire en consommation, en fonctionnement, en réalisation et puis en investissement, qu'on appelle le budget d'investissement. Et il y a le budget ordinaire qui est le budget de fonctionnement, dans lequel il y a les rémunérations. Alors, il y a une question qui arrive. Rubriques. La question qui arrive aujourd'hui, vous avez parlé que nous traversons la déflation. Voilà. La déflation, et donc il n'y a pas de production, il n'y a pas non plus il n'y a pas assez d'argent entre les mains des gens pour acheter. Il ne faut pas dire statu quo, pas production. D'accord. Ça, c'est être absolu. Être radical. Non, c'est l'absolutisme ici n'existe pas. Il y a production, mais qui ne répondent pas aux besoins. Au seuil. Au seuil de rentabilité, de besoin de la population. Nous sommes en dessous de ce seuil-là. Vous comprenez? C'est comme ça que nous recourons aux productions des autres. Et nous appelons ça de l'importation. Vous n'avez pas assez produit les poissons moto chez nous, les monganza chez nous, vous n'avez pas assez produit de pondou, vous n'avez pas assez produit de maïs, alors vous n'avez pas atteint le seuil de l'autosuffisance alimentaire, de l'autoconsommation. Vous recourez maintenant aux productions des autres, du reste du monde, qu'on appelle le reste du monde. Et là, vous importez.
vous importez, vous créez de la richesse dans ce pays-là. Parce que la valeur ajoutée va à ce pays-là qui ont produit. La valeur ajoutée n'est liée qu'à la production. D'accord. Aujourd'hui, nous sommes, vous avez dit, la déflation, la vie est chère. Mais avant que l'ancien Premier ministre ne puisse quitter le pouvoir, il a dû supprimer la taxe sur la valeur ajoutée de certains produits. Mais apparemment, ça n'a pas changé. Pourquoi? Parce qu'en supprimant cette taxe-là, c'était pour réduire sensiblement, comme vous avez dit, réduire un peu la vie pour permettre aux ménages de pouvoir encore acheter comme il se doit. Mais on a remarqué que malgré la suppression, rien n'a changé. Est-ce qu'on a dit, on a supprimé verbalement ou ça n'a pas eu d'impact? Et pourquoi ça n'a pas eu d'impact? C'est ça la question. Lorsqu'on supprime, je vous ai dit, ce sont des mesures conjoncturelles. Ça réduit, du point de vue conjoncturel, les recettes de l'État. Donc l'État doit savoir chercher des recettes compensatoires ailleurs. J'avais 100 $. J'ai dit, j'ai réduit, j'ai fait une subvention à l'économie, moi l'État, de 20 $. Il me reste 80 $. Mais mes dépenses, je les avais mis en équilibre, dépenses 100 $, recettes 100 $. Les dépenses restent les mêmes, à 100 $, mais mon revenu s'est réduit à 80 $. Il y a ce qu'on appelle le déficit. Alors ce déficit-là, l'État doit chercher où il va financer pour compléter, parce que l'équilibre, l'orthodoxie financière veut que les dépenses du budget de l'État soient égales aux recettes de l'État. Alors l'État va recourir à son conseiller principal qu'on appelle la banque centrale. Il y a deux façons que l'État peut recourir à cela. L'État peut dire à la Banque centrale, écoutez, moi j'ai un déficit à financer, créez-moi de la monnaie. C'est ce qu'on appelle la planche à billets. Ouais. On met la planche à billets qui ne repose sur aucune devise. C'est une planche à billets supplémentaire qui ne repose pas à l'équilibre de la cagnotte des devises de stock of change de la Banque centrale. Ouais. En ce moment-là, ça crée l'inflation. C'est de l'argent qui n'a pas de soutien. Le marché va prendre ce produit, cet argent-là. Maintenant, pour rechercher les devises compensatoires afin de faire les activités économiques avec le reste du monde, il n'y a pas de devises. D'où la demande va augmenter, la production va se réduire et nous rentrons dans cette situation qu'on appelle la situation inflationniste. Alors, si cette situation perdure, on rentre dans la situation inflationniste galopante. Donc, on va crescendo. On va en boule de neige. Ouais. Donc, le prix commence à augmenter au jour le jour parce qu'il n'y a pas assez de production, la demande restant augmentant, l'argent, le produit étant limité, les gens commencent à spéculer. Ils viennent, moi j'ai 100 $, je voudrais acheter le pain. Bon, l'autre vient, il dit, moi, ce même pain-là, puisqu'il n'y en a que ça qui reste, moi je mets 120 $. Et l'autre vient, il dit, non, moi je mets 140 $. Donc le prix grimpe, la production est restée stagnante. Et là, alors là c'est la grande inflation. L'État n'a pas de moyens pour juguler ça. L'État, comme ça que je dis, première opération de financement de l'État qui crée cette situation-là, inflationniste. Donc la planche à billets est à déconseiller. Est à déconseiller lorsque vous n'avez pas mis cette planche à billets-là dans le secteur producteur, intégrateur, c'est-à-dire qui crée ce qu'on appelle le multiplicateur d'investissement. Ouais. Il y a des secteurs que vous mettez la planche à billets, mais vous mettez ça dans l'agriculture. L'argent va pour les semences améliorées, pour la route agricole, tout ça là. Quelques 6 mois après, vous êtes dans la désaisonnalisation, vous êtes dans la récolte. Ouais. L'argent de l'agriculture revient pour compenser cette planche à billets là. Ouais. Ça, on appelle ça les effets multiplicateurs d'investissement. C'est-à-dire, vous avez mis dans un secteur porteur de l'économie. Mais si vous mettez ça dans les dépenses courantes de l'économie, dans les trains de vie, par exemple payer les ministres, payer les députés, payer les membres du gouvernement, vous comprenez ça?
Ça s'appelle la consommation. Des équilibres. Ça crée des équilibres parce que ça rentre directement sur le marché, ça recherche la production qui n'est Christian, pas de correspondance. Si je vous entends bien, lorsqu'il faut recourir à la planche à billets, il faut investir. Il faut le mettre dans le secteur d'investissement. Il faut investir, il faut créer une croissance. Et la croissance crée l'emploi. Et l'emploi rémunère le personnel et relève le niveau du pouvoir d'achat. Et pourquoi alors, maintenant, on ne le fait pas jusque-là, pourquoi? Deuxième aspect. Ou bien on le fait en catimini. Je suis encore dans les définitions. D'accord. Après, je vais faire les critiques. Ouais. Maintenant, je suis encore en train de faire ce qu'on appelle la méthode didactique pédagogique. Ouais. Je démontre comment est-ce que l'économie s'articule. Ouais. Comment est-ce que les activités économiques s'articulent. Et comment est-ce que l'État intervient pour réguler, pour faire protéger les risques, pour faire réduire le risque de dérapage, pour protéger l'économie sociale des populations. Donc le social des populations, comme les populations le disent ici. Alors, maintenant, deuxième aspect. Ça, nous avons parlé, je pense, c'est bien. Deuxième aspect, l'État recourt au privé. L'État recourt à vous, aux entreprises, par les émissions obligataires. Ce qu'on appelle les bons de trésor. Ouais. Vous comprenez? L'État dit, je n'ai pas assez de moyens, je recours aux populations, je vous dis, empruntez-moi de l'argent pour 3 mois. Je vous paye à 5% ou à 8%. Ceux qui ont de l'argent, ils vont placer à l'État. L'État couvre ces déficits-là et il continue à gérer ses affaires courantes et à mettre en place sa politique économique sans pour autant qu'il y ait des équilibres parce qu'il y a eu un financement de l'extérieur. Des ménages. Des ménages, oui. Des ménages, des privés. Hein? Pas de l'extérieur, mais des privés. Parce que l'État et autres, et les privés, ça n'est un autre. Alors, maintenant, troisième aspect, c'est là qui a créé la crise actuelle. C'est ça qu'on appelle la réélévation du taux directeur de la Banque centrale. Vous vous souviendrez, avant que le président Félix Tshisekedi soit réélu, il y a eu une mesure de relevation de taux de loyer d'argent de la Banque centrale qu'on appelle le taux directeur de la Banque centrale. Ils sont passés à concurrence, je crois, de 40%, quelque chose comme ça, pour restreindre la masse monétaire en circulation, pour réduire l'inflation. Parce que pour eux, ils étaient dans la conception monétariste que si nous réduisons la masse monétaire en circulation, nous réduisons l'inflation. Donc il y aura perte de l'argent en circulation, d'où les prix vont suivre le coût qui est sur le marché. Vous comprenez? Or, ça se fait dans des pays qui ont des économies, des équilibres macroéconomiques forts, dont les privés ont déjà un marché intérieur, dont les privés ont un marché intérieur fort, donc c'est-à-dire une grande production intérieure, pour compenser à cette politique restrictive. Alors, cette politique restrictive va faire quoi? Il a augmenté le coût de loyer d'argent, c'est-à-dire il a augmenté le coût du crédit d'argent. Pour avoir le crédit, parce que à la banque commerciale, escompte le crédit des clients à la banque centrale. Et le taux d'escompte des banques commerciales vers la banque centrale s'est élevé. C'est ça qu'on appelle le taux directeur. Alors maintenant, les banques commerciales doivent maintenant se mettre en accord, en harmonie avec le taux de loyer d'argent qu'eux, ils empruntent à la banque centrale pour mettre un taux un peu de marge bénéficiaire, c'est-à-dire un taux élevé pour leur rémunération de financement auprès de ceux qui viennent pour emprunter de l'argent auprès de la banque commerciale. Alors, si bien le coût de loyer d'argent, le coût de crédit augmente, et si le crédit augmente, on ne sait pas investir, parce que l'investissement vient soit de l'autofinancement, soit du crédit. Si le taux de rentabilité économique de l'investissement que vous êtes en train de créer est élevé par rapport au taux de loyer d'argent, vous gagnez. Moi, j'ai emprunté $100 et je vais payer à la banque commerciale $105
en 3 mois. Mais quand je prends ces 100 dollars-là, j'ai investi pour faire le manioc. Dans les 3 mois, les arachides, j'ai investi dans l'agriculture. Dans les 3 mois, les arachides que j'ai achetés à 100 dollars, que j'ai mis à terre au coût de 100 dollars, peuvent me donner 150 dollars. Et quand je regarde le taux de loyer d'argent, donc le taux d'intérêt que je paye à la banque, qui est de 5%, moins les 5 dollars, moins les 50 dollars, 50 dollars moins comment on appelle ça, les 5 dollars, je gagne 45 dollars. Donc le taux de rémunérateur de l'investissement que j'ai contracté auprès de la banque est bénéfique pour moi à concurrence de 45 dollars. Mais maintenant ici, ce que le gouverneur de la banque avait fait, il a relevé les taux de loyer. Pendant que la production ne nous donne pas de rémunération au-delà de 40%. Vous comprenez ça? Ouais. Donc la production agricole ne te donne pas, parce que nous ne produisons pas avec les technologies modernes, nous ne produisons pas avec ceci. La production agricole vous donne, par exemple, sur les 100 dollars investis, ça vous donne 120 dollars. Mais lui, il vous demande de payer les 100 dollars que vous avez empruntés chez lui à 140 dollars. Donc il y a un gap. Ouais. Il y a un gap financier de à peu près de 20 dollars pour les 100 dollars. Ouais. Il y a un gap. C'est-à-dire, moi j'ai produit, mais je ne gagne pas. Ouais. Alors, ce coût-là se répercute sur le marché. C'est ça qu'on appelle la perte de pouvoir d'achat. Donc les gens n'ont pas l'argent. L'argent ne répond pas au taux de loyer que la Banque centrale avait mis. Ça crée ce qu'on appelle la récession économique, la déflation. Et dans un premier temps, vous ne verrez pas. Vous allez le voir, remarquez, quand madame la gouverneure de la Banque centrale a pris cette mesure-là, c'était avant les élections du président de la République. Ouais. C'était avant décembre 2023. Ouais. Je crois que ça devait être en novembre ou octobre 2023. Maintenant, les conséquences, c'est maintenant. Quand vous comptez octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, prenons que ça. Nous sommes à combien de mois? À 10 mois. 10 mois à peu près. Ah, maintenant, les conséquences commencent à se faire sentir. C'est comme ça que vous voyez le professeur Moukoko dit, il y a cherté de vie, il faut que je commence à diminuer un peu les charges ou les coûts. Le coût du panier de la ménagère. Par la réduction des revenus de l'État en élaguant certaines taxes. Attention, rébellote. Attention, rébellote. C'est conjoncturel. Si, dans l'entretemps, on ne fait pas du crédit à l'économie, on ne relance pas la production locale. Parce que dans les 6 mois, ça va encore réchauffer. Il y aura encore surchauffe de l'économie. Parce qu'on a manqué de l'argent maintenant. On a fait de l'économie aujourd'hui. On a donné un peu de moyens aux populations. On leur a donné ce qu'on appelle les avantages acquis. Le pain maintenant, qui devait être à 1000 francs congolais, c'est réduit à 500 francs congolais. Demain, si on ne produit pas de la farine ou du maïs pour qu'on compense ce coût-là, nous allons voir le prix de sac de maïs ou de concept de manioc, qui était par exemple à 50 000 francs congolais, va remonter vers les 100 000 francs congolais. Même. Alors, maintenant le peuple va se dire, nous avions, avec Moukoko Samba, il avait réduit le prix à 50 000 francs congolais. Maintenant, vous venez, vous commencez à nous donner des prix, les prix montent jusqu'à 100 000 francs congolais, donc vous n'avez rien fait, voilà, il y a une différence de gestion et tout ça. Non, les conséquences viennent de la mesure que Moukoko Samba a prise, qui n'ont pas été suivies, qui n'ont pas été accompagnement par des mesures de moyens et long terme de croissance économique. Okay. Voilà. Donc ici, nous avons fait le tour de la politique économique et régulation. Ouais. C'est-à-dire, nous sommes partis de la conjoncture et nous avons atterri sur la croissance. Nous arriverons aux mesures. Mais je voudrais savoir, M. Christian. Oui. En RDC, depuis un temps, je peux dire même depuis Joseph Kabila jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, la situation sociale ou économique va toujours
De mal en pis. Oui, de mal en pis. Oui. On ne sent pas qu'il y a les biscuits qui étaient à 30 francs et montés jusqu'aujourd'hui à 250. Donc, on ne sent pas qu'on a stoppé même à un moment. C'est-à-dire quoi? Il y a une mauvaise politique économique où tout ce que vous avez étudié en économie là, ça ne répond pas au pays dans notre pays. Ou c'est quoi le problème? En tout cas, même si on prend les mesures, parce que la fois passée, sous mesure, on parlait, il faut apurer la dette, on a apuré la dette. Et on a atteint les 2 chiffres de croissance. Vous parlez de la croissance, non? Sous ma tête, on a dit, oh non, la croissance a 2 chiffres. Parce que c'est toujours 0,0, mais au moins, on est allé à 1%, 1, et puis 2 chiffres, on est allé. Donc, mais sur le plan social. Bon, moi je vais vous dire une chose. Ouais. Vous venez de soulever le cas Matata Ponyo. Je ne jette pas de fleurs pour lui. Nous avons été des conseillers ensemble. Lui, il était conseiller de Mawampang, non? Il était conseiller de Matungulu, Ouais. premier gouvernement de Joseph Kabila. Il était conseiller de Matungulu, ministre des Finances. Moi, j'étais conseiller de Maman Mateibo, Marie-Hélène Mateibo, ministre de Commerce et Industrie, Petite et Moyenne Entreprise et Artisanat et tout ça. Le premier gouvernement de Joseph Kabila. C'est-à-dire nous avons été à un moment donné des collègues. Ouais. La vie nous a séparés, il est parti, et c'est son élévation, que Dieu le bénisse davantage. Il est arrivé jusqu'à atteindre le niveau de Premier ministre. Mais vous avez vu sous Matata Ponyo, il y a une certaine stabilité des prix. Il y a une certaine stabilité des prix sur le marché. Même Moukoko Samba, il a été le Dirkaba de Matata Ponyo. De Mouzitou et vice-premier ministre du budget de Matata Ponyo. C'est ça, non? C'est la coordination. C'est le casting. C'est la coordination du gouvernement. Pour que les choses se mettent en place. J'ai dit, c'est la politique économique. J'ai parlé d'un plat qui a beaucoup d'ingrédients. Vous voyez, quand je touche à l'économie ici, au budget, ouais, il y a les effets sur la banque centrale, et puis il y a sur le commerce extérieur, ouais, les importations, les exportations. J'ai parlé tantôt ici de suppléments de production que nous n'avons pas pu réaliser, on importe. Ouais. On importe chez les autres, c'est-à-dire ça c'est l'équilibre du commerce extérieur. Ça fait rentrer le commerce extérieur, ça fait rentrer l'économie, ça fait rentrer les infrastructures, parce qu'il faut qu'il y ait des routes pour les dessertes agricoles, pour faire sortir les productions et tout ça. Là. Et tout ça, c'est multisectoriel et encadré par celui qu'on appelle le coordonnateur du gouvernement ou le chef du gouvernement, le Premier ministre. Et c'est lui qui doit donner l'impulsion de la politique économique. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut une croissance, il veut une stabilité, il veut une croissance zéro. Il veut que le marché soit à l'équilibre et pas excédentaire. Il veut que le marché soit déficitaire. Qu'est-ce qu'il veut? Et il voudra sur l'application de la politique économique qu'il va mettre en place et faire exécuter réellement cette politique économique à ses membres du gouvernement qui sont impliqués. Le premier des membres du gouvernement sur lequel lui doit s'appuyer, le premier des membres du gouvernement sur lequel le Premier ministre doit s'appuyer, c'est le ministre du Plan. Multisectoriel. Pas de l'économie. Non. Il est très sectoriel, l'économie. Ouais. Il a pris des mesures très sectorielles, des prix conjoncturels, qui n'ont aucun effet, qui ont peut-être des incidences négatives dans la production. Alors donc ça tombe bien que vous comprenez, la première ministre doit s'appuyer, elle vient du ministère du Plan. Elle doit passer par le ministère du Plan. Oui. Donc, et puis... C'est multisectoriel. D'accord. Si vous avez un grand ministre du Plan, vous avez un bon ministre du Plan qui vient en appui au Premier ministre, toutes ces crises ici vont se réguler, vont se juguler. Parce que lui, il est multisectoriel. Il a les secteurs sociaux avec lui, il a les secteurs productifs avec lui, il a les infrastructures avec lui, il a les services avec lui, il a la macroéconomie.
La macro dont je suis en train de parler ici. Ouais. Moi, je suis un planificateur. Ouais. J'ai commencé mes débuts au ministère du Plan. C'est comme ça, après les études, j'ai été formé au ministère du Plan. C'est une des plus grandes écoles. En République démocratique du Congo, partout ailleurs, vous avez 2 grandes écoles. Il y a le Plan et la Banque centrale. Les très grandes écoles, où on forme des grands cadres des pays, des républiques. Vous comprenez? Dans d'autres pays, on associe le ministère de l'économie au ministère des Finances. On dit ministère de l'économie et finances. Là, ça devient un grand ministère. Mais quelles sont les attributions du ministère de l'économie au quotidien? Hein? C'est de veiller a posteriori à l'équilibre des prix, aux structures de prix, à veiller aux structures de prix et au dérapage des structures de prix. C'est ça qu'on a accordé au ministère de l'économie de notre pays. Mais la production, les approvisionnements en production à l'économie, qui l'assure? Vous comprenez? C'est pas l'économie? Non. L'économie. Parce que j'ai une question là. Oui. Pour dire, mais Oui. lorsque l'on prend des mesures, Oui. juste pour stabiliser, Oui. juste pour, vous avez parlé de la conjoncture, Hein. mais on ne parle pas de la production. Voilà. Parce que la production a été ventilée aux d'autres ministères. Vous comprenez? Ouais. Par exemple, l'agriculture. Il y a un ministère de l'agriculture qui s'occupe de la production agricole. Vous comprenez? Il y a un ministère qu'on appelle le ministère de pêche et élevage, qui devait être du ministère de l'agriculture, mais qui s'occupe que de la pêche et de l'élevage. Il y a un ministère de l'industrie qui s'occupe des produits manufacturés. Vous comprenez? Semi-ouvré ou ouvré. Vous comprenez? Il y a un ministère de petites et moyennes entreprises qui s'occupe de l'artisanat, de PME, selon que le pouvoir d'achat atteint un tel niveau, on dit que cette entreprise-là rentre dans le cadre des catégories de petites et moyennes entreprises. Quand ça dépasse, ce chiffre d'affaires dépasse tel niveau, ça devient une moyenne grande entreprise ou entreprise artisanale. Mais tout ça, comme c'est éparpillé, celui qui doit faire la jonction de tout ça, c'est le ministère du Plan, qui assure maintenant l'appui du Premier ministre. C'est le ministère du Plan. Alors, maintenant, moi, j'ai vu la commission ECOFIN du gouvernement être laissée au ministère de l'économie. Mais il est sectoriel. Quel est l'élément qu'il a sur aujourd'hui le cadre macroéconomique du pays? L'inflation, l'emploi, la production, tout ça, le PIB. Est-ce que lui maîtrise ça? Il a ses statistiques chez lui? Il n'en a pas ces statistiques-là. Le ministère du Plan a l'Institut national des statistiques à son appui. Donc, toutes les statistiques de la République, de la production, des services, de tout, de caractère social, de santé, des services de santé, de la scolarisation, tout ça là, c'est à l'Institut national de statistiques. Et l'Institut national de statistiques dépend du ministère du Plan. Vous comprenez ça? Donc, c'est le ministre du Plan qui est le patron des statistiques nationales. C'est lui qui peut vous dire que dans 5 ans, nous allons tomber en crise. Nous n'avons pas suffisamment produit. Si nous continuons à cette allure, dans les 2 années à venir, nous serons en grande crise ici de production. C'est lui qui va vous dire que les infrastructures, les routes de dessert agricole n'ont pas été bien réalisées par le ministre des infrastructures, parce que moi j'ai les statistiques, ici j'ai le secteur infrastructure, ici chez moi, qui est en appui au ministère des infrastructures, qui me donne les statistiques, qui suit les activités des infrastructures auprès du ministère des infrastructures. Je peux vous dire, sans peur de me tromper, que dans les 6 années à venir, nous serons enclavés. Nous ne saurons plus atteindre les terroirs de notre pays, les points de production de notre pays. Parce que nous avons délaissé, nous n'avons pas investi. C'est lui qui recourt au financement extérieur du développement. C'est lui. Alors, le budget d'investissement, c'est le ministère du Plan, pas le ministère des Finances. Alors, parce que nous parlons de la cherté de la vie, analysons un petit peu seulement, il nous reste, je crois, 7 minutes. La première mesure, les ministres parlent de la suppression de tout droit, taxes et redevances sur le maïs et farine. Et il y a 24 actes, dont certains sont supprimés et réduits à 5%, 25%, 50%. Est-ce que cette mesure peut favoriser
l'amélioration. C'est comme ça que je dis, du point de vue conjoncturel, ça va soulager le panier de la ménagère, mais il faut maintenant le faire poursuivre par la mesure de la production. Il faut maintenant que l'État, d'un côté, on assouplit, de l'autre côté, on donne les crédits à l'économie pour pouvoir produire, afin de compenser. Parce qu'en fait, on a spéculé. On n'a pas changé la production, mais on a réduit le coût. Oui, M. Christian, vous dites, on donne des crédits à l'économie. Oui. Mais vous ne dites pas au plan. Non, les crédits à l'économie, c'est l'économie dans le mouvement économique du pays, l'activité économique du pays. Oui. Ce n'est pas donné au ministère de l'économie. Voilà. Non, c'est donné à l'activité économique du pays. D'accord. Donc, les opérateurs économiques qui s'occupent de l'agriculture doivent avoir maintenant des subventions, doivent avoir des facilités de crédit. Crédit agricole, comme on avait à l'époque aussi banque de crédit agricole. Donc, donner des crédits aux agriculteurs à un taux réduit qu'on appelle un taux concessionnaire. Vous comprenez? Donc, on vous donne un taux réduit qui vous permet de réaliser parce que le produit agricole, c'est un produit saisonnier. Vous pouvez implanter, vous commencez à planter aujourd'hui, vous allez récolter dans d'autres produits, pour les produits de consommation vivrière. 3 mois, 4 mois, 6 mois. Donc, vous devez attendre les 4 mois, 6 mois pour commencer à avoir des returns, donc des revenus. Alors, maintenant, dans les 3-4 mois là, vous avez produit, vous attendez, mais vous devez vivre. Alors, il faut qu'on compense ça par des activités compensatoires, par les crédits qu'on va vous donner, qui peuvent vous permettre, en attendant que vous soyez dans la saison de récolte, vous puissiez par exemple vous lancer dans une activité où il y a ça recourt très rapidement aux revenus. Voilà. Vous comprenez? Il y a une autre mesure, c'est la suppression des barrières illicites. Mais c'est pas qu'il y a des barrières illicites qui empêchent que le produit ne puisse passer directement. Et là, les opérateurs payent sur ces barrières-là. Il faut les supprimer. Oui, ça c'est une très bonne mesure. C'est une très bonne mesure. Mais les barrières proviennent de quoi? De l'inadéquation des infrastructures par rapport à la production. Vous comprenez? S'il y a plusieurs routes de dessert agricole, il n'y aura pas beaucoup de barrières. Vous n'allez pas mettre les gens qui font des barrières dans toutes les routes de dessert agricole. Mais lorsque vous concentrez le flux économique vers une seule route, vous comprenez? Les gens contrôlent. Il y a des malfrats, il y a des gens qui ne sont des opérateurs véreux, il y a des gens qui peuvent faire entrer n'importe quoi. Et dans ce contrôle-là, ils en profitent pour faire ce qui est illicite et ce qui est répréhensible. Vous comprenez? Donc, il faut multiplier les infrastructures. Pour arriver à Kinshasa, du Congo central, on ne peut pas seulement prendre la route Kinshasa-Congo-Batadi. On peut prendre aussi le chemin de fer. Le chemin de fer Kinshasa, regardez les engorgements qu'il y a maintenant à Kinshasa-Matadi ici. Quand vous arrivez au sortir de Kinshasa, vous avez des grands camions de poids lourds qui sont là, qui créent des embouteillages. Vous pouvez même arriver à 17 h à la sortie de Kinshasa. Vous traversez de l'autre côté du Congo central à 21 h parce que ça bloque. Pourquoi? Il n'y a qu'une seule route. Il y a le chemin. Stanley a dit, sans chemin de fer, le Congo ne vaut pas un penny. Stanley, il l'a dit quand? En 1885 ou 87. Il a dit, sans chemin de fer, le Congo ne vaut pas un penny. Mais jusqu'aujourd'hui, le chemin de fer est négligé. Est négligé. On continue à croire aux routes. Mais les routes, c'est bien, mais c'est difficile à entretenir. Ce n'est pas pour rien que la Banque mondiale, pendant un moment, moi j'étais du plan, finançait les routes de l'office de route. Mais c'était pour la stabilisation des routes. J'avais même posé à l'époque au bailleur qui était là, qui était notre assistant technique. J'ai dit, mais pourquoi vous n'asphaltez pas, vous faites seulement des entretiens de routes tout le temps qui nous coûtent cher? Il dit non. Il y a tellement de déséquilibre climatique chez vous que lorsqu'il pleut, les routes se déstabilisent, même les routes asphaltées. Et quand ça se déstabilise, pour les reconstruire, ça coûte plus cher que de faire les routes en piste. Alors,
L'autre mesure, nous allons vite maintenant, parce qu'il y a dit il y a l'imposition des sanctions aux personnes initiatrices des barrières, mais aussi les contrôles du taux d'échange et la surveillance et les contrôles des prix. Ah, mais voilà, nous y arrivons. Je vous avais parlé tout à l'heure de taux d'échange. Ouais. Le taux d'échange se régule de deux façons. De façon étatique, donc régulière, Ouais. par la Banque centrale, en mettant une politique restrictive, c'est-à-dire réduisant la masse monétaire en devises en circulation, Ouais. et on équilibre les monnaies n'étant pas en circulation, les devises vont perdre son pouvoir, Ouais. hein, ou plutôt, quand la rareté des devises, les devises montent, Ouais. hein, Ouais. donc le pouvoir L'achat de francs congolais diminue. Voilà. Ouais. Et quand il y a injection de devises sur le marché, automatiquement, le taux de change baisse parce qu'il y a possibilité d'échanger avec les devises que la Banque centrale a mis en circulation sur le marché monétaire. Ça, c'est la première des politiques. Ici, il avait fait une politique restrictive, pomper les devises sur le marché, donc augmenter le taux de loyer d'argent. C'est ça qui a créé ce qu'on appelle le manque de moyens d'investissement et ça a créé ce qu'on appelle la déflation. Vous comprenez? Ouais. Deuxième chose, vous venez de dire, c'est la façon spéculative. La façon spéculative, c'est quoi? C'est lorsqu'il n'y a pas assez de production. Lorsqu'il n'y a pas assez de production, les gens viennent acheter selon les moyens qu'ils disposent. Vous mettez un denrée à $100, lui il vient proposer $120, ou il vient proposer $110, et tout ça là, ça fait des fluctuations de taux d'échange. Alors il dit qu'il va contrôler. Bon. Je crois qu'il va contrôler. Il contrôle comment? Lui, son problème, parce qu'il s'occupe des prix. Là où il doit contrôler réellement, c'est le rapatriement des devises de l'État. Combien le secteur économique rapatrie en ce qui concerne les devises? Hein? La position nette de la trésorerie en devises de banque commerciale. Ça, c'est son domaine. C'est là où lui peut intervenir avec l'ACP, l'Association congolaise des banques. Il doit commencer à demander à l'Association congolaise des banques, les grands importateurs ou les grands producteurs, quand ils vendent à l'extérieur ou quand ils vendent ici, qu'ils amassent des devises, combien ils rapatrient au pays. C'est ainsi qu'il a prévu aussi une autre mesure pour contrôler les taux d'échange appliqués par les gros importateurs et distributeurs. Bon, les taux d'échange appliqués par les gros importateurs. D'abord, ils n'ont pas la politique à appliquer les taux d'échange. Le taux d'échange, c'est une panoplie de la Banque centrale. Déjà, le fait de tolérer qu'il y ait un taux d'échange qui soit appliqué par les importateurs, c'est du laxisme. C'est du laxisme. L'importateur doit suivre le taux du marché, tel que la Banque centrale est en train de le réguler. Ouais. Vous comprenez? Moi, je vois des fois une certaine liberté. C'était un libertinage. Ah, voilà. Un libertinage. Quand vous allez avec le dollar acheter du carburant dans les stations-service ici, de nos importateurs, on vous donne à un taux qui n'est pas le taux normal. Ouais. Mais pourquoi? Est-ce qu'eux, dans leur pays, ils peuvent fixer le taux à la pompe? À la pompe, vous fixez le taux de change. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Malheureusement, notre temps est fini. Monsieur Christian, ça c'est un défi, la cherté de la vie. Vous êtes, vous l'avez dit, conseiller plusieurs fois. Voilà. Est-ce que vous pouvez donner un conseil pour que la vie se stabilise, qu'on quitte de la cherté à la normalité? D'abord, une bonne coordination du gouvernement. Le gouvernement doit être solidaire et cohérent dans ce qu'ils font, les ministres. Chaque ministre ne doit pas prendre une décision de façon disparate sans savoir l'incidence que ça amène aux autres secteurs.
La coordination doit se faire au niveau de la primature, aidée par le ministère du Plan. Deuxième chose, il faut réduire un peu le train de vie de l'État. Parce qu'on a l'habitude de croire que... Souvent, ça reste dans la bouche. Hein. On l'a dit, il faut réduire, non, il faut réduire. Mais parce que le coût de l'État des institutions. Donc, ça reste toujours... non, la consommation de l'État, le train de vie de l'État est très élevé. Est élevé aussi à dessein parce que aujourd'hui, nous sommes dans des gouvernements de... Comment on appelle ça? Le gouvernement d'union nationale. Ouais. D'union nationale. Il n'y a aucun membre ou parti politique ou force politique qui détient la majorité pour imposer sa politique. Alors il doit contenter toutes les autres forces politiques qui font partie de sa majorité. Alors quand il contente, il y a maintenant des pesanteurs. Vous comprenez? Des fois, les députés se disent, nous, on doit avoir des émoluments au niveau de ceci parce que nous devons faire ça, ça, ça. Non, ce n'est pas le rôle. Donc, il faut... C'est pas le rôle. C'est pas le rôle de député. Il faut réduire. Il faut réduire. D'accord. Il faut réduire. Troisième, parce que nous sommes en train de chuter. Hein. Ouais. Troisième, c'est de faire une certaine corrélation entre les mesures conjoncturelles, c'est-à-dire l'allègement du coût de la vie des populations, et les mesures de croissance, c'est-à-dire de la production, de la création de l'emploi. Ça, il faut vraiment qu'on y tienne, parce que c'est là où que ça va créer la richesse. Et cette richesse va compenser au déficit que l'État est en train de réaliser aujourd'hui en diminuant ses recettes. Donc ça, il faut le faire. Et cela, c'est dans une régulation qu'on appelle la politique économique et régulation. D'accord. Mesdames, Messieurs, qui met terme à cette émission, Grand Défi ce jour, merci de l'avoir suivi et la suite, c'est au prochain numéro. Au revoir.